Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous, voici les titres de ce mardi. Polémique relancée sur les allocations familiales alors que les pistes de réforme se dessinent. Faut-il les diviser par deux pour les ménages aisés? Face à face sur ce plateau dans un instant, Yves Daudigny, rapporteur PS du budget de la Sécu, Catherine Deroche, sénatrice UMP. La voix sur l'enregistrement évoquant un compte suisse est celle de Jérôme Cahuzac, probablement, dit le parquet de Paris, citant l'expertise de la police. L'inspiration très forte de saint François d'Assise dans l'homélie du pape François aujourd'hui lors de son installation sur le trône de Saint-Pierre. Décryptage tout à l'heure avec Elisabeth Marchal de la Vie et le sociologue des religions Olivier Bobineau. La voix de l'enregistrement révélée par Mediapart et évoquant un compte en Suisse est probablement celle de Jérôme Cahuzac. Donc c'est ce qu'indique aujourd'hui le parquet de Paris, citant l'expertise de la police. Le ministre du Budget a toujours nié être celui qui s'exprime. Il a toujours affirmé qu'il n'a jamais possédé de compte à l'étranger. Avec nous, Michael Zamès. On peut dire ce soir que le ministre du Budget se retrouve en situation délicate. Oui, très délicate. Et ça, faut savoir quand même que Jérôme Cahuzac est l'un des ministres clés du dispositif de Jean-Marc Ayrault. C'est lui qui, en ce moment, négocie dans son bureau avec l'ensemble des ministres qui défilent les budgets. Et vous savez qu'en ce moment, c'est une politique de rigueur. Donc ce qui arrive à Jérôme Cahuzac est très, très embêtant également pour Jean-Marc Ayrault. Et vous le savez aussi, demain, va se discuter à l'Assemblée nationale une motion de censure qui doit servir aussi à Jean-Marc Ayrault à resserrer les boulons de cette majorité. Alors on peut dire que cette affaire Cahuzac arrive à un très mauvais moment. Et pour François Hollande, qui est en baisse dans les sondages, et pour Jean-Marc Ayrault, évidemment, qui avait besoin de se refaire une santé, reste que demain, tout sera pollué par cette affaire. Ce soir, je vous arrête car on apprend que le chef de l'État a décidé de suspendre les activités ministérielles de son ministre chargé du budget. Donc c'est un premier coup dur pour le gouvernement. Il n'y avait pas de commentaire à l'Élysée jusqu'à présent. On a envoyé des messages, on nous répondait non, il n'y a rien à comprendre, il faut pas tirer de commentaires. Vous l'avez annoncé donc, c'était inéluctable. Jérôme Cahuzac doit partir, tout simplement parce que maintenant il va devoir se défendre, comme à l'époque d'autres ministres qui ont été mis en examen et qui ont dû démissionner. Il y aura sûrement aussi un mini-remaniement dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. C'est Bernard Cazeneuve qui est en charge actuellement des questions européennes, qui va prendre en charge désormais le budget de la nation à Bercy. C'est un mini-remaniement, donc vraiment très mini. Et puis demain, donc dans cette motion de censure, c'est aussi pour couper l'herbe sous le pied, évidemment, à la droite qui aurait saisi cette affaire pour faire du bruit, encore une fois, sur les affaires personnelles et les enquêtes judiciaires. Là, l'Élysée a décidé de couper l'herbe sous le pied de la droite. C'est de bonne guerre. Voilà, et donc a décidé surtout de suspendre Jérôme Cahuzac de ses fonctions de ministre du Budget, alors par ailleurs que le parquet a décidé de l'ouverture d'une information judiciaire pour blanchiment de fraude fiscale concernant donc Jérôme Cahuzac. La Cour s'est engagée pour modifier le plan de sauvetage financier de Chypre, négociation soutenue avec la zone euro, entretien avec le président chypriote et Angela Merkel. Il s'agit désormais de tout faire pour que la contrepartie exigée à l'aide européenne ne frappe pas les plus modestes et ne crée une crise de confiance avec les banques. À Nicosie, le Parlement est en train de négocier des derniers amendements, alors qu'à Paris, le Sénat s'est emparé aujourd'hui de la loi de séparation des activités bancaires, éviter de nouveaux drames financiers en isolant les spéculations, mais l'ambition initiale est-elle au rendez-vous? Explication de Nathalie Guillouard. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Moraliser le monde de la finance, c'était l'une des promesses de campagne de François Hollande. Elle est aujourd'hui à l'étude au Sénat. La mesure phare, la séparation des activités bancaires. Elle vise à limiter les activités spéculatives en les cantonnant dans une filiale spécifique. C'est une réforme vraiment en profondeur, une réforme de structure du système bancaire. Ça aura pour conséquence de faire diminuer la taille des banques, de faire diminuer le bilan des banques, de mieux contrôler les risques, leurs engagements. En ces temps de crise, la protection des consommateurs est une priorité. L'un des amendements de ce sénateur porte sur le plafonnement des commissions d'intervention bancaire, c'est-à-dire sur les frais de découvert. Les frais qui sont aujourd'hui excessifs soient je dirais rabaissé à un niveau tout à fait raisonnable. Vous pouvez très bien avoir un chèque de 6 ou 7 euros et vous avez 16 euros de commission. Du côté de l'opposition, les mesures inscrites dans ce projet de loi ne sont pas radicales et vont dans le bon sens.
Je pense que dans l'ensemble, ce projet trace une voie raisonnable. Il ne s'agit pas de révolutionner le monde bancaire, mais de tenir compte de l'expérience de ces dernières années, expérience initiée par la crise de 2007-2009. Si la France vote ce texte, elle serait pionnière en la matière. Restera à l'Union européenne de suivre le chemin. Voilà, alors que le remaniement ministériel se poursuit, on le vit en quelque sorte en direct. Je vous le rappelle, Jérôme Cahuzac, le ministre du Budget, a été suspendu. C'est le mot utilisé ce soir à l'Élysée après la révélation, donc, d'après l'enquête policière, que sa voix sur l'enregistrement de Mediapart évoquant un compte en Suisse est bien la sienne. Il a été par ailleurs l'objet d'une information judiciaire ouverte par le parquet pour blanchiment de fraude fiscale. Donc Jérôme Cahuzac est remplacé au budget par Bernard Cazeneuve, lequel, qui s'occupait des affaires européennes, est remplacé par Monsieur Repentin, Thierry Repentin, donc au gouvernement. On parle maintenant de la visite de Nicolas Sarkozy en Libye, quelques heures aujourd'hui, 2 ans après le déclenchement de l'opération militaire de l'OTAN contre le régime du colonel Kadhafi. L'ancien président français, accompagné d'Alain Juppé et de Dominique Perben, ancien ministre UMP, ont rencontré le président libyen. Il est également prévu que Nicolas Sarkozy se rende, ou il s'est déjà rendu, à Benghazi, bastion de la révolution libyenne. Une proposition de dernière minute qui lui a été faite et qu'il a acceptée. La mise sous tutelle de la fédération du PS des Bouches-du-Rhône, volonté d'Harlem Désir, qui a fait aujourd'hui cette proposition au bureau national du PS dans la perspective des municipales. La fédération des Bouches-du-Rhône est minée par de fortes divisions. Alors que Manuel Valls a été la cible de la droite aujourd'hui lors des questions d'actualité à l'Assemblée, sur les violences répétées, les règlements de compte à Marseille ou encore sur ces passagers d'une rame de RER qui ont été rackettés dans l'Essonne samedi soir, la question des forces de l'ordre revient dans l'actualité d'une manière inédite. La Cour des comptes dénonce en effet les avantages des policiers et des gendarmes. Explication de Jérôme Rabier. Trop cher police et gendarmerie nationale, c'est en tout cas l'avis de la Cour des comptes, qui s'est penchée sur les rémunérations et le temps de travail de ces forces de sécurité. Comme à leur habitude, les sages de la rue Cambon ne prennent pas de pincettes et évoquent pêle-mêle des budgets souvent dépassés, des congés compensatoires trop favorables, même s'ils notent que les heures supplémentaires sont rarement récupérées, et enfin des rémunérations qui ont trop fortement progressé ces dernières années. Plus 10% dans la police entre 2006 et 2011, contre seulement plus 4% pour les autres fonctionnaires. Un rapport à charge dénonce le syndicat majoritaire chez les forces de l'ordre. Les policiers ne sont pas trop rémunérés, bien évidemment. Simplement, il y a une problématique d'organisation du travail dans la police nationale, notamment d'organisation du travail liée à des effectifs qui ont diminué. Donc effectivement, les policiers sont de plus en plus enclins à être obligés de faire des heures supplémentaires, et des heures supplémentaires qui en plus, ils n'arrivent pas à récupérer. Il faudra un jour régler ce problème, mais il me paraît difficile de le régler si en compensation, il n'y a pas un paiement. Pour justifier cette hausse des rémunérations, plusieurs explications. Une réforme de 2004 dans la police et de 2005 dans la gendarmerie préconisait plus d'encadrement. De nombreux agents ont donc obtenu une promotion et une augmentation en conséquence. Malgré 7000 postes supprimés par le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, la masse salariale a donc continué d'augmenter pour finalement atteindre un coût de 15 milliards d'euros cette année. Alors que des négociations salariales doivent avoir lieu avec le ministère de l'Intérieur en avril, la Cour des comptes recommande une pause salariale pour les forces de sécurité. Pas de quoi satisfaire des syndicats qui défendent la spécificité et la dangerosité du métier. Le ministre de l'Intérieur qui dit regretter par ailleurs une mise en cause de la laïcité après la décision de la Cour de cassation d'annuler le licenciement de l'employé voilé de la crèche Babylou dans les Yvelines. La plus haute juridiction a en effet considéré que la crèche étant privée, le licenciement constitue une discrimination en raison des convictions religieuses. Ce n'est pas du tout l'opinion de Xavier Bertrand qui était l'invité de Preuve par Trois juste avant ce journal. Cette décision aujourd'hui porte un coup à la laïcité. S'il faut passer par une nouvelle loi, là je pense qu'il faudra que les parlementaires ou le gouvernement déposent une loi. Il faut garantir la laïcité partout sur notre territoire et à chaque instant. Si une décision de justice semble remettre en cause cette laïcité, alors là il faut que le législateur intervienne. Xavier Bertrand, lors de Preuve par Trois, a retrouvé à 22h45 sur Public Sénat. Les pistes d'une réforme des allocations familiales se dessinent. Leur fiscalisation ne semble pas être retenue. Cela amènerait de nouveaux foyers français à payer des impôts. Leur division par 2 pour les ménages les plus aisés est proposée par le député PS Gérard Bapt. Une proposition qui n'engage que ce dernier, précise le PS, mais déjà
la polémique s'emballe, notamment sur cette notion de ménage aisé. On en parle avec nos invités dans un instant, mais d'abord les explications de Mathilde Bélanger. 53 000 € par an, soit 4 400 € par mois pour un couple avec 2 enfants. C'est le seuil au-delà duquel le député Gérard Bapt souhaite diviser par 2 les allocations familiales. Mais est-on vraiment aisé à ce niveau de salaire? Pour les associations de défense des familles, la réponse est non. Quand vous êtes dans une grande ville, qu'il faut assurer le loyer, parfois les remboursements du prêt, vous avez la voiture, quand vous avez l'habillement, la nourriture avec 2 voire 3 enfants. Le reste à vivre est quasiment nul. Et en fin de mois, les familles qui n'auront pas ces allocations familiales risquent de rentrer dans une dynamique de paupérisation. Le député souhaite aussi supprimer le complément mode de garde destiné à couvrir la garde des enfants pour les familles dépassant ces plafonds de ressources. Les 2 mesures permettraient selon lui d'économiser 3 milliards d'euros sur le budget de la sécurité sociale. Mais pour les associations, pas question de toucher à l'universalité de la politique familiale. Il est important que la nation traite à égalité l'ensemble de ses enfants. Après, nous disons toujours, il y a une possibilité d'avoir une redistribution par un autre canal. Il y a l'impôt sur les revenus, il y a la réforme du quotient familial. Les familles ne sont pas une charge pour la collectivité. À droite comme à gauche, les propositions de Gérard Bapt ont provoqué une levée de boucliers. Le groupe socialiste de l'Assemblée a précisé qu'elle n'engage pour l'instant que lui. Les invités du 19h, donc Yves Daudigny, bonsoir, sénateur PS de l'Aisne, et puis vous êtes le rapporteur général de la Commission des Affaires sociales, le rapporteur du budget de la Sécurité sociale. Avec nous également Catherine Deroche, sénatrice UMP du Maine-et-Loire. Merci donc à tous les deux d'être là. D'abord, j'ai envie de vous interroger, monsieur Daudigny, sur l'information politique de ce soir, à savoir Jérôme Cahuzac qui cède sa place de ministre du budget à Bernard Cazeneuve, cela à la demande de l'Élysée, bien sûr, qui met fin aux fonctions de Jérôme Cahuzac, impliqué, entre guillemets, dans cette affaire de compte suisse après les révélations du parquet. Comment est-ce que vous réagissez? Vous m'apprenez l'information. Je réagis d'abord avec tristesse, parce que Jérôme Cahuzac est un ministre, ou a été un ministre, il ne l'est plus maintenant, de très très grande qualité, qui a apporté beaucoup de convictions et beaucoup de compétences au redressement du pays. Il va manquer au gouvernement. Il manquera par son apport à la fois technique, politique et son dynamisme. Vous lui souhaitez bonne chance pour sa défense. Maintenant, il va pouvoir s'y consacrer à plein temps. Il a toujours nié avoir possédé un compte. Cela dit, l'enquête des policiers tente à prouver que c'est bien sa voix que l'on entend sur le fameux enregistrement de Mediapart. Ça vous heurte? Je ne peux pas avoir de jugement par rapport à un processus qui est maintenant en justice. Je souhaite à Jérôme Cahuzac de pouvoir faire la preuve de son honnêteté. Madame Deroche, sur M. Cahuzac, un commentaire? Je prends la nouvelle comme mon collègue Yves Daudigny. Non, je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Bon, maintenant, la justice est saisie et c'est à elle de déterminer ce qui est la vérité des allégations de Mediapart. Et je n'ai pas de commentaire. Alors, M. Daudigny, est-ce que vous partagez avec votre homologue de l'Assemblée, Gérard Bapt, cette idée et qu'il conviendrait de diviser par 2 les allocations familiales pour les ménages les plus aisés? Les propositions ne sont certainement pas une vérité révélée. Elles constituent pour moi indiscutablement une piste de travail qui doit être explorée. Et aujourd'hui, les allocations familiales reposent sur un principe d'universalité, cela a été dit, je l'ai entendu précédemment. Ce principe ne doit pas être remis en cause. La France est un pays qui aime deux idées contradictoires là. Non, je vais m'expliquer. La France est indiscutablement un pays qui aime ses familles. Les familles aiment aussi la France. Nous devons trouver le compromis entre le principe d'universalité, c'est-à-dire de solidarité horizontale, contribution selon ses moyens, avec aujourd'hui une situation économique et la nécessité d'avoir des moyens de financement suffisants. Et ces moyens de financement suffisants peuvent consister en fait en des allocations différentielles suivant les revenus. Il y a un précédent, c'est l'APA. L'APA est une allocation universelle en direction pour l'autonomie, pour les personnes âgées. Et l'APA
peut être versé selon des taux qui varient de 10 à 90% en fonction des revenus. Et le principe d'universalité n'est pas mis en cause. Alors, Madame Deroche, est-ce que pour vous, c'est une piste à explorer, comme le dit votre collègue ici? Je crois que l'universalité, c'est quand même un principe en effet important. C'est la reconnaissance de l'État par rapport aux familles et à ce que peut représenter l'importance justement des familles dans la société française. Alors moi j'étais particulièrement surprise qu'on souhaite rompre cette universalité, parce que même si le principe est de verser toujours des allocations familiales à toutes les familles, les diviser par deux, et surtout pour des familles dont les revenus correspondent finalement à des classes moyennes, parce que les seuils annoncés, alors ça correspond pratiquement à ce que François Hollande en 2007 appelait les riches, sans revalorisation d'ailleurs du seuil de ce qu'il appelait les riches. Pour une famille de 2 enfants, j'ai regardé, c'est quoi, 4 500 € de revenus mensuels. C'est comme 3 000 € pour l'année. Oui, mais on ne tient absolument pas compte du lieu, d'ailleurs ça a été dit, du lieu où habitent ces familles. On sait très bien qu'une famille qui vit en région parisienne, par exemple, n'a pas du tout les mêmes charges, et en frais de garde, et en frais de logement, et autres frais annexes. Donc je trouve que là, on n'est plus sur faire payer, ou du moins diminuer les allocations familiales en continuant à les maintenir, les diminuer pour les ménages aisés. Là, on va très très bas dans le seuil, et je suis vraiment très très étonnée de cette proposition. Monsieur Dedigny, à partir de quand un ménage est-il considéré, ou doit-il être, selon vous, considéré comme aisé? C'est la question, en quelque sorte. Les propositions qui sont faites ce matin par Gérard Bapt concerneraient 11% des personnes qui bénéficient des allocations familiales. Ces familles se situent dans les 20% de familles ayant les niveaux de revenus les plus élevés dans notre pays. Donc c'est une mesure qui concernerait, si elle était appliquée, aisé avec ces revenus-là quand on vit par exemple dans des grandes villes ou en région parisienne, 4 500 € avec 2 enfants. Déjà, il y a la moitié pour le loyer. Oui, mais est-ce que l'allocation familiale, telle qu'elle est versée aujourd'hui à ces familles, a un sens? La question, je crois, mérite d'être posée. La piste doit être explorée. Madame, est-ce que vous pensez que ça pourrait être un coup porté à la politique familiale, sachant que des voix s'élèvent à droite également pour demander carrément, et d'ailleurs c'est ce que disait tout à l'heure ici même Xavier Bertrand, la suppression carrément des allocations familiales pour les très riches, mais il n'a pas donné de seuil de revenus. Oui, moi je pense qu'on est en effet sur un examen qui est celui de ce que sont les allocations familiales données. Moi je maintiens qu'il faut maintenir une universalité et continuer à verser à toutes les familles. Alors après, vu la situation de la branche famille, dont on sait que le déficit dans la situation actuelle d'aide purgée ne serait pas équilibré pas avant 2023, donc ce qui nous mène 10 ans, il faut être sur des seuils très très élevés pour arriver à une prestation diminuée. Mais les notions de seuil, elles ont toujours un effet très pervers, qui plus est. Oui, enfin, il est vrai que les seuils peuvent avoir des effets pervers à quelques centaines d'euros près, peut être en dessous et au-dessus du seuil, mais c'est aujourd'hui un des moyens permettant de revenir sur le déficit de la branche famille et toujours répéter que dans les déficits qui sont les plus importants de notre pays, dans la dette qui est la plus insupportable, il y a la dette sociale et en particulier donc la dette de la branche famille. Donc lutter aujourd'hui pour revenir à l'équilibre, ça doit être une priorité de l'action publique dans notre pays. Est-ce qu'il faut revoir également les aides pour la garde d'enfants? Parce que c'est l'autre volet des propositions de Gérard Bapt. Et d'ailleurs, c'est le volet qui rapporterait le plus d'argent, 2 milliards contre 1 milliard pour la diminution des allocations familiales. Moi, je suis tout à fait opposée à ce qu'on touche aux aides pour la garde d'enfants. D'abord, c'est pour le travail des femmes, c'est quand même une aide qui est majeure. On sait les difficultés que certaines femmes ont après une naissance à reprendre un poste et surtout à trouver un mode de garde compatible avec leur activité professionnelle. Donc moi, je suis pour ce maintien. On est là en plus sur des familles avec des très jeunes enfants et il faut absolument maintenir ces aides. Je pense qu'on peut en effet, même s'il y a des difficultés de la branche famille, on a aussi des moyens de redresser les comptes en s'attaquant aussi parfois à des vraies solutions qui devraient être prises à mon sens par le gouvernement. Par exemple, qu'est-ce que vous proposez pour réduire les déficits, les 3 milliards d'euros?
Alors moi je pense que déjà si on est sur une meilleure trajectoire économique et des meilleures mesures économiques prises, on redressera aussi les recettes des branches. Donc, et là pour l'instant on n'a pas vu venir des mesures extraordinaires en ce sens. Monsieur Denis, un dernier mot. Ces compléments de garde vont essentiellement vers les familles ayant les revenus les plus élevés. Les 10% de familles ayant les revenus les plus faibles, c'est 100 millions qui leur sont versés chaque année. Et les 10% de familles qui ont les niveaux de revenus les plus élevés, c'est 1 milliard versé chaque année. En tous les cas, c'était la question d'une nouvelleobs.com. Est-ce qu'il faut réduire les allocations familiales pour les ménages les plus aisés? On va découvrir vos réponses. Vous avez à cette question répondu non, un petit 49% contre 48% de oui. Merci encore à tous les deux. On évoque désormais la messe inaugurale du pape. François a donc été officiellement installé sur le trône de Saint-Pierre devant une trentaine de chefs d'État et puis des centaines de milliers de fidèles. Toujours dans le registre humble, il a prononcé une homélie inspirée par saint François d'Assise. Julie Hulin. Un large sourire, une simple soutane blanche, le premier pape latino-américain a traversé ce matin la foule à bord d'une Jeep entièrement découverte, renonçant aux véhicules et vitres blindées utilisés par les deux précédents pontifes et embrassant au passage quelques enfants. Pour assister à la messe inaugurale de son pontificat, des milliers de fidèles et au premier rang, quelques 132 délégations étrangères, dont 31 chefs d'État. Fidèle à la simplicité qu'il affiche depuis son élection, aucune armoirie suspendue aux fenêtres, l'argent au lieu de l'or pour l'anneau du pécheur et une cérémonie plus courte que celle de ses prédécesseurs. Son homélie était attendue comme symbole des grandes orientations de son pontificat. Elle aura finalement été assez traditionnelle et tournée vers les plus pauvres. Le vrai pouvoir, c'est le service. Et même le pape, pour exercer le pouvoir, doit toujours entrer davantage dans le service. Il doit exercer un service humble, concret. Il doit ouvrir les bras pour accueillir tout le peuple de Dieu et accueillir avec affection et tendresse toute l'humanité, spécialement les plus pauvres, les plus faibles et les plus petits. Le souhait d'une église pauvre pour les pauvres, le pape François veut se recentrer sur le social. Il n'aura fait aucune allusion aux difficultés de l'église, à ses divisions, ses scandales ou encore à la très attendue réforme de la curie. Passé la période de grâce, il devra pourtant s'attaquer à ces dossiers. Voilà, alors avec nous Elisabeth Marchal, qu'on connaît bien maintenant ici, rédactrice en chef de La Vie, bonsoir. Bonsoir. Et Olivier Bobineau, qui est sociologue des religions et auteur de ce livre d'ailleurs, L'Empire des papes, une sociologie du pouvoir dans l'Église. Il en est question, il n'en a pas été forcément question. Il y a eu des silences évidemment aujourd'hui dans l'homélie, néanmoins des choses ont été dites par le pape François. Qu'est-ce que vous retenez l'un et l'autre ? Moi, je retiens déjà des mots importants, vous les avez soulignés, pauvreté, simplicité. Il a évoqué l'idée que le pouvoir était d'abord un service des plus pauvres, et je crois que ce sont des mots importants. Il a parlé aussi d'être le gardien de la création et gardien de la personne humaine la plus fragile. Et je crois que c'est un langage qui peut parler à tout le monde, qui peut rassurer aussi sur une église qu'on a cru un peu coupée des réalités, et notamment des plus fragiles aujourd'hui. Je crois que c'est aussi ça qui explique sans doute une certaine popularité qui s'esquisse ces jours derniers. Olivier Bobineau, qu'est-ce que vous retenez ? Moi, je retiens deux choses, deux anthropologies, c'est-à-dire deux conceptions de l'homme. Une première anthropologie que j'appellerais volontairement environnementale. Il n'a pas cessé de parler de création, d'environnement, de développement, de respect de la création, de respect des hommes et de respect aussi de la vie humaine. Premier élément, donc, une anthropologie environnementale. Mais il y a aussi une anthropologie politique. Il nous a parlé ce matin d'une conception du pouvoir. On le sait depuis Paul, et il s'en inspire aussi. Paul conçoit le pouvoir comme domination, Paul conçoit le pouvoir comme jeu, mais aussi comme service. Et c'est la troisième qu'a retenu le pape François. Il nous a parlé à 4 reprises du service, le pouvoir comme service. Mais attention, sur quoi va se jouer ce service, ce pouvoir? Et c'est là où il peut y avoir débat à mon sens. Il va notamment s'intéresser à la création, au respect, à l'enfance, au respect de la vie. Alors quel est le message caché? Parce que quand il dit effectivement qu'il faut lutter contre les signes de destruction, de quoi parle-t-il? On sait qu'il est très conservateur sur un certain nombre de points, la morale, les mœurs. Et c'est ça qu'il a voulu nous dire, Elisabeth Marchal? Moi, je crois qu'il a une exigence, on le sent, une certaine exigence, et c'est une exigence sans doute d'un point de vue social. Et là, je pense qu'il fait très clairement allusion. Là, il n'y a pas d'allusion cachée.
Alors la morale, pour le moment, moi je crois que c'est un pape qui va sans doute affirmer des choses, qui n'aura pas peur. Est-ce que c'est seulement des positions conservatrices? C'est aussi certainement un rôle que l'Église... Moi, ce que je remarque quand même, c'est que jusqu'ici, l'Église, on l'a dit, très très coupée du monde, on ne comprend pas. Là, on a un pape qui parle un petit peu plus clairement. J'allais dire, c'est des mots que tout le monde peut les fidèles qui étaient là aujourd'hui, ils attendent une révolution. Le mot alors, une révolution. Alors, la révolution, elle peut se faire à deux niveaux. Elle peut se faire au niveau de la curie, bien sûr, et on attend avec impatience de voir qui il va nommer, parce que c'est ça aussi. Ça passera par des choses très concrètes, je crois. Un secrétaire d'État qui sera son premier ministre. On attend de voir, parce que je crois que ça sera là aussi que se fera la réforme. Et puis ensuite, dans l'Église, mais je crois qu'il impose déjà aussi un nouveau style. Oui, bien sûr. Ça, on l'a vu. Mais alors, donc il va changer évidemment la curie, les nominations, on va regarder ça de très près, mais quand il répète la proximité avec les pauvres, avec les faibles, avec les personnes âgées, vous qui connaissez bien la pratique du pouvoir dans l'Église, ça peut vite dire quoi concrètement? C'est-à-dire que là, il n'y a pas de changement. Je rappelle les grands encycliques après la Seconde Guerre mondiale, que ce soit Jean XXIII ou même Paul VI, la pauvreté, ou même Jean-Paul II, anticapitaliste, et qui met la misère au centre de son combat. Donc c'est pas là-dessus qu'il y a une vraie rupture à mon sens. Ce qui peut être très intéressant, c'est de voir que ce pape-là est conservateur de l'ordre social et moral. Vous l'avez dit tout à l'heure, sa morale sur le plan sexuel et familial ne va pas évoluer. Mais il y a quand même une question de fond qui pose, à mon sens, un vrai problème, c'est que c'est le premier pape qui, après la Seconde Guerre mondiale, n'a pas grandi dans une démocratie. Tous les papes après la Seconde Guerre mondiale ont été imbibés de l'esprit démocratique. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? La démocratie, c'est de la délibération, de la discussion entre des individus libres, égaux et souverains entre eux. Lui, il a grandi sous le péronisme. Lui, il a connu la dictature militaire. On attend de lui de la transparence aujourd'hui. Il n'est pas armé, selon vous, sachant qu'on lui reproche certains comportements passés. Âprement débattus. Je ne sais pas s'il est armé, il faudra enquêter, on en parlait tout à l'heure, il faudra bien voir les dossiers, un par un. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas formé à la culture démocratique. Il n'est pas formé à la délibération politique. Et là-dessus, eh bien, attendre des révolutions, je serais en tant que chercheur plutôt sceptique. Vous attendez. Et vous avez ces réserves, Elisabeth Marchal? Alors oui, je pense aussi que c'est très important qu'il est d'un autre continent, d'une autre culture. Ça change beaucoup de choses. C'est une vision du monde qui est totalement différente. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il peut nous interpeller aussi sur nos modes de fonctionnement occidentaux, qui créent aussi des sociétés à deux vitesses. Donc je crois que c'est aussi ça. Il peut avoir un regard peut-être plus acéré. Ensuite, je remarque aussi qu'il se présente tout le temps comme évêque de Rome. Il ne dit jamais qu'il est le pape. Être évêque, c'est se mettre au même niveau. Vous parliez tout à l'heure de réforme dans l'Église. Il se met au même niveau que les autres évêques du monde. Voilà, on attend une forme de collégialité, de gouvernement collégial. Est-ce que c'est un signe ou pas? Je remarque qu'il ne prétend pas être le dirigeant de l'Église, mais le gardien. Il a employé le mot de gardien. Pour l'instant, il va peut-être s'habituer à sa fonction. Il a fait référence tout à l'heure, ce matin, il a fait référence au rocher, au roc. On sait que Pierre, c'est le roc dans l'Église, dans l'Évangile de Matthieu. Cela dit, il y a une vraie question qui va se poser à un moment donné, et ça sera en effet, c'est pas simplement un style, mais des actes qu'il faudra voir. Il ne faut pas oublier que concernant la pauvreté et la misère, il n'a pas soutenu ses frères jésuites de la Compagnie de Jésus sur la théologie de la libération. Et ça, eh bien, je dirais que laissons-le venir, voyons-le à l'œuvre. Un style n'a jamais fait des convictions évangéliques. Merci à tous les deux, Olivier Bobineau. Donc l'Empire des papes aux éditions du CNRS. Merci, voilà. Une sociologie du pouvoir dans l'Église. Tenez, c'est pour vous, Elisabeth Marchal. Même si vous connaissez déjà beaucoup de choses sur la sociologie du pouvoir dans l'Église. On ne se cultive jamais. Au Vatican et ailleurs. Merci. C'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle donc la principale information, puisque Jérôme Cahuzac a été démis de ses fonctions par François Hollande à la demande du ministre, dit le communiqué officiel. C'est la suite, bien sûr, de l'affaire du compte en Suisse, qui a été dénoncée par Mediapart. Il est remplacé au ministre du Budget par Bernard Cazeneuve et c'est Thierry Repentin qui est nommé aux affaires européennes. Et puis également, on apprend à l'instant que le Parlement chypriote a rejeté le plan de sauvetage de l'Union européenne. Toutes ces informations seront développées bien sûr à 22h avec Sonia Mabrouk. Moi je vous retrouve à 22h45 avec Xavier Bertrand pour Par 3 et à suivre sur LCP Assemblée nationale maintenant Doc à Doc. Bonsoir et à demain. Dès son apparition sur la scène publique, il fait preuve d'un talent, d'un charisme qui en font un porte-parole idéal.
Il a tenu ses promesses en faisant une belle carrière, même si le premier secrétaire du PS est aujourd'hui critiqué justement par certains pour son manque de charisme. Alors, y a-t-il une manière de faire de la politique quand on est jeune? Quels sont les thèmes et les discours qui permettent d'émerger? Et comment se comporter les têtes d'affiche d'aujourd'hui à leur début? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur les jeunes pousses d'hier et d'aujourd'hui. Déshabillons-les. Samedi à 23h45 sur Public Sénat.